Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, on va essayer d'être... Bon, chaque fois je dis qu'il faut être attentif. Bon, ça paraît répétitif, mais c'est un peu une frustration pour moi de faire des dizaines de vidéos, d'audio, et de souvent remarquer que par après ça a été mal compris ou écouté par morceaux. Et donc malheureusement on n'a pas le développement complet. Je sais, je l'ai déjà dit, je sais qu'on est dans une époque où on veut du tout cuit, très vite servi, très facile à digérer. Malheureusement c'est des problèmes compliqués, on ne peut pas simplifier sans arrêt. On est obligé de développer, donner des exemples, etc., etc. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur Daprata, ainsi que beaucoup d'autres intellectuels non musulmans, qu'ils soient nationalistes, d'extrême droite, souverainistes, etc., ou pas d'ailleurs, sont occupés à adopter une thèse, une posture que je trouve intéressante, que je trouve en grande partie vraie, je précise, mais qui demande à être nuancée et qui demande à être expliquée. Parce que parfois, quand on sert une vérité trop brute, on n'est pas audible, quelle que soit l'idée qu'on veut faire passer. Évidemment, la nuance, ça demande des efforts, ça demande de l'implication. C'est plus facile d'être dans des slogans en 3 phrases sur lesquels on fédère ou on attire les commentaires passionnel, émotionnel. Alors cette théorie, c'est la suivante, c'est de dire j'ai voyagé dans les pays des musulmans, à majorité peuplée de musulmans, je me suis informé sur l'islam, j'ai lu les hadiths, le Coran, etc. Et j'arrive à la conclusion, en tant que non-musulman, qu'en fait, tous ces groupes qualifiés de terroristes sont en grande partie dans le vrai et que ceux qui sont dans le faux, ce sont en fait les musulmans qui veulent à tout prix vivre en Occident et qui, pour y arriver, font des tergiversations et des contorsions afin de rendre l'islam compatible avec démocratie, droits de l'homme, etc. Ça, c'est l'idée globale, simplificatrice, mais plus ou moins l'idée qui est véhiculée par M. Daprata, mais par beaucoup d'autres, dont je ne connais pas tous les noms, qui sont un peu sortis du carcan simplificateur de la télé, les bons, les méchants, nous sommes des victimes, ils veulent détruire notre mode de vie, les barbares, les salauds, on fait des marches, on pleure, on fait des banderoles, etc. Bon, là, évidemment, on est dans le populisme, dans la paupérisation et dans les slogans faciles, évidemment, qui ne résolvent absolument rien. On passe de drame en drame, de bougie en bougie, de minutes de silence en minutes de silence. Personne n'a rien compris, personne n'a aucune solution et tout le monde se renforce et s'endurcit dans son camp et campe sur ses positions. Ça, c'est de la nature humaine. Malheureusement, ça se passe comme ça. La réalité est en grande partie vrai par rapport à ce qu'affirment les gens qui ont cette tendance de penser. Mais là où moi je vais apporter des nuances, s'il est amené à écouter cette vidéo, c'est dans le fait que, premièrement, il ne faut pas mettre de côté, quand on analyse ce genre de situation, ce que j'appelle la maturation et le développement des événements. Et malheureusement, beaucoup d'Occidentaux, même instruits, même intelligents, jugent tout ça, pas sous un angle historique, mais sous un angle, comment je vais dire, contextuel du présent, du maintenant. C'est-à-dire, on juge les événements uniquement dans la phase de ce qu'on voit, qu'on entend aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu comme si on admire un arbre, mais on ne tient pas compte de
qu'elle a agi là, quand est-ce qu'il a été planté, pourquoi elle a été plantée comme ça, comment elle a été entretenue. On juge juste l'arbre pour ce qu'il est. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup de questions. Comme le fait M. Daprata, il se pose des questions et se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Quand j'analyse les sources de l'islam et quand j'analyse les propos tenus ou les idéaux défendus par les groupes dits terroristes, et quand j'analyse les propos des valets de la République, on les connaît tous, Mohamed Sifawi, Chalgoumi, etc., etc., je suis obligé de faire le constat, en tant qu'observateur, en tant qu'intellectuel qui s'informe, qu'il y a un malentendu, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et finalement, j'ai l'impression, en tant qu'observateur, à nouveau je le cite, je constate en tant qu'observateur que finalement ces gens-là sont plus dans l'islam des origines, dans l'islam des salafs, puisqu'on dit salafistes, que les autres musulmans, qui sont des musulmans en fait light, qui s'étiquettent comme modernistes, mais qui en fait sont des musulmans qui sont entrés dans des compromissions et qui ne prennent pas les injonctions divines très au sérieux ou au pied de la lettre. Alors, effectivement, en surface, de prime abord, ce constat est plus ou moins exact. Mais ce qui est important, comme on le sait, le diable se cache dans les détails, ce qui est important, c'est le plus ou moins. Le plus ou moins, c'est que le musulman instruit sait que la victoire et la réussite d'un projet n'appartient qu'à Allah. Les hommes, ont les intentions, posent des actes, la prêche, distribution de livres, débats, conférences, réaction face à d'éventuels mensonges, etc. Mais après, les résultats de tout ça, ils peuvent être bons, neutres ou mauvais. Et là où le problème se pose pour quelqu'un comme moi, mais je ne suis pas seul, bien entendu, quand on veut en fait nous faire choisir, plus ou moins, entre l'islam des compromissions, en gros, de la mentalité des esclaves de maison, ou dans la mentalité qualifiée de terroristes musulmans, enfin, comme on dit en parallèle, les nègres des champs, les nègres des maisons, c'est le fait que, de nouveau, on veut nous contraindre à dire, alors tu es quoi? En gros, c'est ça. Hein. Monsieur Daprata peut me contredire, mais moi, c'est ce que j'ai compris. En gros, c'est, vous êtes des vendus ou vous êtes des terroristes? Choisissez. Vous voulez être conforme à la parole d'Allah? Vous voulez être fidèle au texte? Vous voulez être des musulmans respectueux de la parole du Très-Haut? Alors sachez que les terroristes sont plus proches de la vérité. Vous ne voulez pas, vous voulez vivre en Europe, vous voulez faire vivre tranquille, ne pas être qualifié de terroriste, d'extrémiste, salafiste, radical, etc. Alors vous êtes des vendus. Évidemment, c'est un non-choix, parce que je pense que tout musulman et musulmane, un tant soit peu intellectualisé, n'a ni envie d'être un vendu et un traître, ni envie d'être un terroriste, extrémiste, etc. Alors, on va me dire, oui, mais alors qu'est-ce que tu proposes? Alors, c'est quoi ta position à toi, puisque tu te dédouanes des deux postures? Moi, ce que je propose, c'est simplement une posture d'honnêteté. Et la posture d'honnêteté, elle est la suivante, c'est de faire un constat clair, lucide, honnête, complet de la situation. Et ça demande des efforts. Ce constat, il commence par le premier constat que je fais, et que j'aimerais que tout le monde entende et comprenne et médite, c'est le fait que toutes les civilisations se sont construites. Le Japon d'aujourd'hui n'est pas le Japon d'hier. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe d'hier, etc., etc., etc. Les civilisations sont le fruit d'un développement. Si on prend le cas de l'Amérique, qui est quand même censé être le phare de l'Occident, la référence absolue, on part en fait d'envahisseurs anglais, irlandais et autres,
qui arrivent aux Amériques, comme on dit, et qui se retrouvent en fait à être entre la ruée vers l'or, la guerre, pour ne pas dire le génocide, contre les Amérindiens, les guerres entre sudistes et nordistes, pardon, la déportation de millions d'esclaves noirs dans les champs de coton, etc. etc. Donc des dizaines et des dizaines d'événements tragiques, voire honteux, qui ont mené l'Amérique à être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quoi l'Amérique d'aujourd'hui? Là aussi, il faut bien s'entendre. L'Amérique, c'est le fruit de plusieurs Amériques. On a les villes modernes, plein de beaux principes, etc., dans lesquels on peut inclure des villes telles que Los Angeles, New York, Boston, Atlanta, Miami, Dallas, San Antonio, etc. Et puis on a eu l'Amérique de souche, l'Amérique profonde. C'est l'Amérique du Kansas, c'est l'Amérique de l'Alabama, c'est l'Amérique en gros de Trump. Donc l'Amérique, encore aujourd'hui, 500 ans après que nous soyons là-bas en tant qu'Occidentaux, je répète, 500 ans, est encore un pays qui n'est pas comme ça monolithique, où tout le monde est sur le même pied, à un même niveau de développement, à un même niveau de compréhension des choses. 500 ans. Je répète parce que c'est important. Le Japon, jusqu'à pas si longtemps, était une civilisation dure, codifiée, qui a commis des exactions abominables sur les prisonniers coréens, qui avaient été en guerre contre l'Amérique, etc., etc. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, est une société moderne, centrale nucléaire, Toyota et compagnie. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils observent le monde arabe, le monde islamique en général, ils le voient sous un prisme comme ça, soudain. Ils oublient que il y a 50 ans, tous ces pays étaient colonisés, étaient peuplés de tribus nomades, étaient à un niveau de développement industriel quasiment nul, et que 50 ans plus tard, effectivement, nous sommes devant des situations chaotiques, avec des dictateurs, avec des populations un petit peu à cheval entre leur désir de modernité et l'attachement à leurs sources islamiques, etc. Et donc, on voudrait, nous occidentaux, impatients et capricieux, on voudrait en fait que le monde, et en l'occurrence le monde islamique, sur un claquement de doigts, sur des injonctions et des bons sentiments pontifiants, soit demain des démocraties qui pensent comme nous, où l'avortement est monnaie courante, où les gay pride peuvent défiler, etc. Et on s'offusque et on s'étonne que ça ne se passe pas aussi vite que prévu, que ça ne se passe pas aussi bien que prévu parce qu'il y a des résistances, il y a de l'islamisme et du terrorisme, etc. C'est évidemment un parfait non-sens pour toute personne un minimum intelligente de ne pas comprendre que le développement d'un pays, d'une civilisation, se fait dans le temps, avec des expériences, avec des changements de mentalité, etc., etc. Si vous seriez arrivé à l'époque des cow-boys et des Indiens en Amérique avec, je ne sais pas, les droits de transgenres à changer de sexe, etc., l'avortement, ils vous auraient pris pour des fous, vous auraient crucifié ou mis dans un asile. Donc, malheureusement, les musulmans aussi développent des complexes parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls au monde à ne pas, comme ça, tout d'un coup, devenir des individus modernes qui ont pris les droits de l'homme et la démocratie comme divinité. Et ils ont honte de leur culture, leur religion, leur manque de développement, etc. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de venir me dire à moi ou
dans les débats télévisés. Dans le monde arabe, ceci, les homos n'ont pas droit à ça, et si vous mangez pendant le ramadan, il se passe ça, il y a la corruption partout. Enfin, faire une longue liste de tout ce qui ne va pas. On a tous des yeux, on a tous des oreilles, les Maghrébins ont tous des familles qui vivent là-bas, et ils savent très très bien ce qui se passe, et ils sont les premiers à s'en moquer et à déplorer de voir ce spectacle abject de mauvais goût qu'on peut voir notamment au Maroc avec tous les ministres qui font des courbettes devant le roi, tout le monde qui est un peu instruit et honteux de tout ça. Mais alors la suite, c'est ça le problème, c'est les Occidentaux, qui ont peut-être compris ça ou pas, ça je ne sais pas, je le rappelle en tout cas, s'étonnent que des milliers de gens, en Somalie, en Algérie, au Soudan, au Nigeria, veulent venir ici. Ils disent, mais si vous aimez tellement votre religion, si vous n'aimez pas notre façon de vivre, nos machins, restez chez vous. A priori, ça peut sembler juste, ça peut sonner comme sympathique aux gens qui ne creusent pas, qui ne vont pas en profondeur. La vérité, c'est que c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que ces sociétés, au bout de 50 ans de décolonisation, sont encore balbutiantes au niveau de l'organisation, au niveau du travail, au niveau des lois sociales, soins de santé, etc. En même temps, ces gens, c'est ça l'élément que je répète à longueur d'audio, mais je le répète encore une fois, ces gens ont accès à la télé, aux séries, aux documentaires, à l'Internet, aux avions, aux bateaux, aux visas, à des familles qui retournent là-bas en vacances et qui, bien évidemment, ne vont pas montrer leur échec. Je doute très fortement qu'un ex-réfugié afghan, marocain, peu importe, rentre dans sa famille en vacances et dit je suis à Barbès, je vends des montres, je partage un studio avec 2 autres réfugiés, j'arrive pas à me marier, je fuis la police parce que mes papiers sont pas en ordre. Je crois pas qu'il va dire ça. Il va dire oui, tout va bien, je m'en sors, tiens maman, un cadeau, oui, je vais acheter les médicaments pour le petit frère malade. On essaye de montrer qu'on a réussi, puisque toute la famille porte cet espoir du grand frère qui part et qui revient en bienfaiteur, qui vient tout résoudre. Donc la personne qui part se sent dans l'obligation de donner une image de réussite. Et alors après, c'est le phénomène boule de neige, comme j'en parle souvent. Les autres voient ça, ils veulent copier, ils veulent aussi aller en Europe, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est un deuxième point important pour ceux qui n'arrêtent pas de répéter pourquoi ils viennent chez nous, qui restent chez eux, s'ils n'aiment pas notre façon de vivre, etc. Le deuxième point, c'est qu'une personne peut très bien aimer et être attachée à ses principes et sa religion, mais vouloir que ça s'accompagne, puisque c'est inclus normalement dans la religion, de droits humains, de droits sociaux, de droits aux soins de santé, de droits au logement, de droits à l'éducation, etc., etc. Alors le problème, il vient d'où ? Pas du fait que des gens voudraient ça. Ça vient pas de là le problème. C'est humain. C'est humain qu'une personne, surtout qui a accès à l'information, veuille une meilleure qualité de vie, on va dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle veut une meilleure qualité de vie, elle veut renier tous ses principes et sa conception du bien et du mal, du permis et du pas permis. Et comme dans son pays, dans son niveau de développement actuel, qui n'a absolument rien à voir avec les injonctions islamiques, qui ont plus à voir avec la corruption, la dictature, les arrestations arbitraires. Ce sont des choses qu'on retrouve dans des pays non musulmans. Je ne sais pas, en Haïti, au Paraguay, en Argentine. Enfin bon, vous trouvez comme ça des histoires de gens qui ont fui leur pays, le Chili, enfin plein d'histoires, Pinochet et compagnie. Les Cubains qui sont partis en Amérique. Les Cubains, quand ils partent en Amérique, ils ne partent pas parce que
je sais pas, ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur nourriture, ils n'aiment pas le christianisme, ça n'a rien à voir. Ils quittent Cuba parce que la vie qu'ils y vivent n'est plus tenable et qu'ils rêvent pour eux et pour leur famille à une meilleure qualité de vie. Mais rêver à une meilleure qualité de vie n'implique pas le fait qu'on veuille mettre ces principes à la poubelle, surtout quand ces principes ne sont pas la cause de leur misère sociale dans leur pays. Je rappelle encore et encore qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun pays qui est véritablement régi par les lois de l'islam. Alors on me répond à ça, mais alors l'islam est une utopie, l'islam est un idéal inaccessible. Je dis non, il est tout à fait réaliste, simple à mettre en œuvre d'ailleurs. Mais il y a des forces diverses, on ne va pas faire la liste, ce serait très très long, qui font barrage à ça, à commencer par ceux qui détiennent le pouvoir localement, c'est-à-dire les chefs d'État, leur entourage, ceux qui mangent du fait de cet entourage, qui eux ne veulent pas que les choses changent parce que tant que ça reste comme ça, eh bien ils gardent leurs privilèges. Et dans le meilleur des cas, entre guillemets meilleur, l'Arabie Saoudite fait semblant d'appliquer la charia et l'idéal islamique, alors qu'en fait c'est la protection d'une tribu sous le coup de n'importe quelle compromission, tergiversation, paradoxe, qui met tout en œuvre pour rester au pouvoir. Et ce pouvoir, évidemment, a des tentacules, puisqu'il y a des milliers de gens qui vivent de ce pouvoir, qui travaillent pour ce pouvoir, qui sont reliés à ce pouvoir. Et donc, ceci explique cela. Mais pourquoi il y a un paradoxe? Parce que c'est ça qui mène à l'incompréhension de la suite. La suite, c'est que quand il y a des gens dans ces pays-là, puisqu'en général ça vient de ces pays-là, il faut le dire, il y a eu la révolution en Algérie avec le fils, il y a eu les révolutions arabes, dont la tunisienne avec Ennahda, etc. Il y a eu les révolutions syriennes, il y a eu... chaque fois ce sont dans des pays majoritairement musulmans que ça se passe. Quand les gens se révoltent et disent « Nous en avons assez de cette dictature, nous en avons assez de ces injustices, nous en avons assez de ne pas être régis par notre religion et donc par les lois d'Allah », les dictateurs, qu'est-ce qu'ils font immédiatement? Parce qu'ils ont compris où est la faille. Ils disent au monde entier, attention, si ce n'est pas nous à la manette, vous allez vous retrouver avec des islamistes. Donc, vous devez nous soutenir, vous devez nous financer, vous devez nous protéger contre ces révolutions populaires. Ce que l'Occident fait, avec le général Sissi, hier avec Ben Ali, avant-hier avec Kadhafi, Bouteflika, etc., etc. Parce que, évidemment, l'Occident pragmatique se dit « Je préfère négocier avec un dictateur injuste qui protège nos intérêts, plutôt que négocier avec des gens autonomes et indépendants qui vont peut-être commercer et faire des accords avec nous, mais suivant leurs règles, suivant leur, leur curseur de lecture. Donc, oui, même s'ils ne nous plaisent pas trop, on préfère ça. Très bien, je comprends, je peux comprendre. Mais, si moi je comprends ça, il faut à ce moment-là que l'Occident comprenne la suite, qui coule de source. À partir du moment où on soutient des dictateurs, on ferme les yeux sur des injustices, on accepte que des gens n'aient pas de perspective d'avenir, il faut accepter la suite. La suite, c'est quoi? Deux choses. Première chose, déferlement de réfugiés. Ça sert à rien de pleurer. C'est trop tard. Vous avez voulu oppresser les gens à travers leurs dirigeants là-bas, ces gens viennent ici. Parce qu'ils estiment, à raison, qu'ils vivront mieux socialement ici, même s'ils ne partagent pas nos valeurs. Deuxièmement, des révoltes clandestines, organisées et armées, qui deviennent ce qu'on appelle des groupements terroristes. Donc si on va au fond, du fond, ce que peu de gens font, malheureusement,
on comprend que le problème des réfugiés et le problème du terrorisme, qui sont quand même deux des gros arguments des gens d'extrême droite, souverainistes, nationalistes, je ne vais pas faire la liste, prennent leur source où ça? Un, dans l'incompréhension de l'histoire, dans l'incompréhension du fait qu'une société ne peut pas, sur un claquement de doigts, devenir un clone de nous-mêmes. École maternelle, mais je l'entends nulle part, pas grave. Deux, sur la compréhension et l'acceptation qu'à partir du moment où on place les gens dans une impasse, sauf une petite clique, une petite élite qui vit dans le giron de l'État, eh bien, les gens, à cause, en plus, qu'ils ont accès aux moyens de transport, fluvial, aérien, la télé, l'Internet, que les gens veulent s'enfuir par tous les moyens possibles pour venir ici, même pour venir ramasser des poubelles et vendre des montres à Barbès, et puis évidemment vendre de la drogue, et puis évidemment devenir des voyous, et puis après évidemment remplir nos prisons. Ça c'est la suite. La suite c'est pas intéressant parce que la suite elle est prévisible. Moi ça m'intéresse pas le prévisible. Ce qui m'intéresse et ce qui manque de nos jours sont des gens qui vont aux sources. Va gratter au fond de la vase si tu es courageux, si tu es intelligent. Ne me parle pas des réfugiés dans lesquels il y a des gens de Daesh qui se mélangent, qu'il y a des réseaux dormants, qu'on ne sait pas qui est qui, mais qui a les droits de l'homme, alors on ne sait pas quoi faire, qu'il faut annuler Schengen. Ça, ce sont des discours, c'est de la flûte, quoi. Ça, c'est de la flûte, c'est bête, quoi. C'est bête, mais on voit tout le monde qui tombe dans le panneau. Bon, sauf quelques-uns, Onfray, etc., qui essaient quand même d'être un peu crédibles. Et deux, arrêtez de jouer les étonnés quand on sait les raisons pour lesquelles les gens, sauf quelques exceptions, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais les gens ne viennent pas en Europe. Si vous faites un sondage, un micro-trottoir, avec anonyme de préférence, comme ça les gens ne sont pas honteux, les gens en grande majorité n'arrivent pas en Europe parce qu'ils veulent fuir l'islam. Ce qu'ils veulent fuir, c'est la corruption, la maltraitance, le manque d'argent, peut-être un pseudo-islam qui est en fait un système d'asservissement tyrannique qu'on labellise islam pour faire joli, mais qui n'en est pas un, évidemment. Si vous dites à un musulman un tant soit peu cultivé, est-ce que c'est à cause de l'islam que tu quittes ton pays? L'islam de ton livre, du Coran, des hadiths, etc. Est-ce que c'est à cause de ça que tu quittes ton pays? Ça sera une extrême minorité qui va dire oui, c'est à cause de ça. Donc, ce n'est pas du tout étonnant, de nouveau, quand on voit la suite, que des réfugiés, des anciens réfugiés, s'installent en France, envoient leurs enfants à l'école, travaillent ou ne travaillent pas, mais disent je voudrais une mosquée, je voudrais une boucherie halal, je voudrais une gynécologue femme pour ma femme, je voudrais que ma fille ait le droit de porter le voile. C'est pas étonnant, puisque la motivation de leur fuite n'est pas la religion. La motivation de leur fuite est la justice sociale et des perspectives d'avenir qu'ils n'ont pas chez eux à cause de la tyrannie et de la corruption en place. Donc ces gens, en fait, ne comprennent pas. Ils disent, moi je viens en Europe, terre des droits de l'homme, de la justice sociale, de l'ouverture, de la tolérance, de la laïcité, etc. Et à chaque fois que je dis un truc relié à l'islam, c'est un tsunami. Le voile, le tchador, le halal dans nos cantines, oh là là, le permis de bâtir pour les mosquées. Moi, on ne m'a pas dit que quand on vient en Europe, on doit abandonner sa religion, qu'on doit devenir... on ne m'a pas dit ça, on m'a dit que l'Europe reçoit les gens victimes d'injustice, d'oppression, de la guerre, etc. On ne m'a pas dit que l'Europe est hostile à l'islam. L'islam, je veux dire l'islam avec tout ce que j'ai cité. Donc le malentendu vient de là. L'incompréhension de l'histoire, l'incompréhension des motivations exactes et l'incompréhension de tout ce qui en découle. Après on dit, oui mais ces gens on les reçoit, on leur donne des aides sociales, et puis ils remplissent nos prisons, les salauds. Mais tu reçois des gens en fuite, miséreux, acculturés,
qui s'entassent dans des HLM autour de Grenoble, Marseille, Nantes, Lille, Roubaix, Tourcoing, Paris. Comment on y vit dans ces tours, tout le monde le sait. Promiscuité, drogue, police, contrôle de faciès, on ne va pas faire la chanson. Et ben, la suite, c'est que bon, une minorité émerge. Pardon. Une minorité émerge et une majorité deviennent des exclus. Ce n'est pas un discours victimaire ou gauchisant que je fais, c'est un constat froid. Si moi je vous envoie, écoutez, c'est simple à comprendre. Si moi je vous envoie demain au Japon, parce qu'il y a la dictature en Europe, il y a le nazisme, machin, les goulags, les camps, bon, et je vous envoie au Japon, bon. Vous arrivez au Japon, vous ne parlez pas le japonais. Vous ne connaissez pas les mœurs, vous ne connaissez pas la nourriture, vous ne connaissez pas les mentalités, vous ne connaissez pas la notion du bien et du mal. Et puis on vous dit, bon, maintenant, allez, il faut t'intégrer, hein, tu vas apprendre le japonais, etc. Bon, vous allez essayer, vous allez mettre vos enfants à l'école japonaise. Et puis, bon, comme vous faites partie des réfugiés et des pauvres, vous vous entassez dans des espèces de semi-bidonvilles autour de Tokyo, Kyoto, Nagasaki, etc. Et vous vivez là, entre réfugiés, petites magouilles, vous essayez d'être honnête, mais de temps en temps, vous faites un petit truc pour avoir un peu d'argent. Votre fils va dans des mauvaises écoles japonaises où il est avec d'autres réfugiés. Et là-bas, ils ont tous un peu le même niveau, la même mentalité. Je ne serais pas du tout étonné que l'écrasante majorité des Occidentaux qui débarqueraient comme ça miséreux et acculturés au Japon deviennent une grande partie de la délinquance japonaise. De nouveau, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est toujours avec le spectre, le filtre déformant. Nous sommes devenus bons et organisés et démocrates et justes et contre la misogynie, etc., du jour au lendemain. L'Europe, l'Occident s'est construit d'étape en étape, de phase en phase, à coups d'accélération et puis de coups de frein. Et elle est aujourd'hui le fruit de son développement, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il y a eu des excès, il y a eu des lacunes, voilà, comme toute civilisation. Mais ce serait évidemment extrêmement malhonnête de fermer les yeux sur comment s'est construit le Japon, comment s'est construit l'Amérique, comment s'est construit l'Australie, comment s'est construit l'Afrique du Sud, comment s'est construit Israël, comment s'est construit l'Europe. C'est facile une fois que les choses sont en place, que les génocides et les injustices ont été faites et que tout est fini, de dire « Ah c'est pas si mal l'Afrique du Sud et Israël. Hein. Moi, je préférais vivre là-bas plutôt qu'au Soudan ou en Iran. Hein. » Oui, bien sûr. Puisque une fois que... Vous savez, c'est très facile de ravager, de voler, de piller, d'organiser et d'arriver avec une avance culturelle dans un endroit, et puis de dire ah, je suis entouré de barbares. C'est qu'en Afrique du Sud, par exemple. Les Occidentaux ont débarqué, ils ont créé leur grande ferme, les locaux ont été agglutinés dans ce qu'on appelle Soweto, les ghettos, machin. Et puis aujourd'hui, on dit, oh là là, en Afrique du Sud, en dehors des quartiers blancs, c'est un coupe-gorge, hein, ça viole, ça tue, fais attention, le Cap, c'est une ville dangereuse. Oui, mais ça vient de quoi? Ces gens vivaient comment il y a 100 ans? Quel est le niveau de développement? Est-ce que c'est logique ou illogique qu'ils en sont là? On ne parle pas de ça, on parle juste des constats. Les constats, en Israël, on vit mieux qu'en Palestine. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. On vit mieux en Israël qu'en Palestine. C'est un constat. Mais pourquoi? Et comment? Et après avoir passé par quelles étapes? Etc., etc. Financé par qui? Sponsorisé par qui? C'est facile. Moi aussi, je peux créer une superbe école privée musulmane avec 40 locaux, une grande bibliothèque climatisée, 10 élèves par classe, enseignement pointu.
Si George Soros me donne 400 millions d'euros, il n'y a pas de souci. Évidemment que ça va être la meilleure école, mais comment elle a été faite? Pourquoi elle a été faite? Dans quel but? Non, on est dans les constats. Ah, telle école, elle est mieux. Regarde l'école des autres, là, misérable, hein, des vieux bancs, ils sont 30 par classe, pas de bibliothèque, oui, des constats. Et ça, on est dans une société, malheureusement, des constats. On passe de constat en constat. On passe de... En fait, c'est un manque de courage intellectuel que tout le monde a, les musulmans, les non-musulmans, parce que c'est évidemment plus simple de tirer des conclusions rapides. C'est exactement, j'aime bien faire les parallèles, parce que la vie, c'est à l'image du couple. Donc moi, j'aime bien toujours ramener au couple. Quand un médiateur de couple reçoit un couple qui va divorcer, c'est facile de dire, bon madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, il rentre tard le soir. Ah, il ne s'occupe pas assez des enfants. Ah, il ne vous donne pas assez d'argent. Oh là là, oh oui, vos maris sont terribles, quelle bande de salauds. Oui, vous avez raison, oui, divorcez, nos centres d'accueil vont vous aider, on va vous donner un logement social. C'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de dire, d'accord madame, j'ai bien entendu votre version, nous allons entendre monsieur, et nous allons essayer à l'écoute des deux versions de voir en fait où se trouve vraiment le problème, qu'est-ce qui peut être fait. Et si vraiment rien ne va après ça, on pourra reparler d'un divorce. Ça n'intéresse personne. Tout le monde est dans la victimisation ou dans l'accusation. Tout le monde est dans les raccourcis. Parce que, je répète, nous sommes dans la culture et une société du vite, montrer du doigt, juger, trouver des solutions rapides. Allez Marine, hein, tu fermes les frontières et tu nous mets tous beau monde dans des charters. Hein. Goodbye, ciao, bonsoir. Ça plaît. Trump. Ah, les musulmans ne pourront plus rentrer. On va faire un grand mur au Mexique, etc. Le gars est là depuis 8 mois. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, la bourse a pris 15-20%. Soi-disant, tout allait être foutu avec Trump. Bon. Donc voilà. Et les médias n'occupent évidemment pas du tout leur rôle social, n'instruisent pas, n'informent pas, déforment, facilitent, rendent les choses vite digérables. Et donc on se retrouve devant une masse, musulmane ou non, acculturée. Et pour revenir au thème de départ qui étaient les propos de M. Daprata, ben oui, il fait un constat, c'est que les choses ne sont pas aussi simples, ne sont pas aussi claires, et que le mal n'est pas nécessairement là où on croit. Ce qu'on désigne comme le mal est peut-être le fruit de toute une série de compromissions, de mensonges, de corruption, de lâcheté, de trahison, qui ont mené à ça. Mais qui a envie d'entendre ça? Parce que je crois que M. Daprata, je ne sais pas, je ne connais pas depuis longtemps, je crois qu'il doit avoir des détracteurs, aussi bien chez des musulmans qui veulent s'intégrer à tout prix et qui n'ont pas du tout envie qu'il sorte des cadavres des placards, mais aussi de la part de non-musulmans, nationalistes ou d'extrême droite ou gauchisants, laïcards, qui eux voudraient absolument mettre la tête dans le sable et jouer à l'autruche, qui ne veulent pas entendre cette autre version de l'histoire. Alors évidemment, ce genre de personne, il n'est pas le seul, dérange parce que, comme moi je peux déranger dans mon genre, je dérange des musulmans et des non-musulmans, parce qu'en fait, on réclame quoi? Chacun avec ses motivations, on n'est pas les mêmes. Hein. M. Daprata peut très bien arriver à ces conclusions-là sans être un musulman. Mais il y a des gens qui voudraient un monde où on ait un discours honnête et où on arrête, en fait, de tous les côtés de mentir, de simplifier, de falsifier, de rendre facilement compréhensibles des problèmes compliqués, longs, historiques qui remontent à loin. C'est comme aujourd'hui, il n'est pas du tout rare de lire des musulmans ou des non-musulmans qui disent « Oui, mais bon, allez, chiites, sunnites, c'est l'islam, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est si grave avec les chiites qui justifie tout ça? Hein, c'est quoi? Ah oui, il voulait suivre Ali, Muawiyah, ouais. Oh ben quoi, on s'entretue pour ça? C'est rien ça, bon. » Et ça, malheureusement, c'est ce que j'appelle des faux questionnements. Beaucoup de gens font semblant qu'ils veulent comprendre. Qu'est-ce qui se passe en Irak? Ça fait 27 ans qu'on entend des guerres, des machins, l'Amérique, des bombes, Al-Qaïda, Daesh, trucs, les chiites, l'Iran.
Il se passe quoi en fait là-bas? Ben, tu veux comprendre ce qui se passe? Ben, assieds-toi pendant 4 heures, je vais t'expliquer. Ah non, 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 écoute, moi j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je vais pas commencer à perdre mon temps pour des histoires de bougnoule. Hein? Donc tu veux pas comprendre ce qui se passe en fait. Ça t'intéresse pas vraiment. Ce qui t'intéresse, c'est quand est-ce qu'on va retrouver un peu un monde en paix où on peut faire du business, voyager et où on n'est pas tout le temps emmerdé par des contrôles, des trucs, des menaces d'attentats, des machins. C'est ça en fait qui pose problème. C'est pas le fait de comprendre. Personne ne veut comprendre. Personne ne veut comprendre. La preuve, c'est on invite que des babouins, des orang-outans à la télé qui viennent présenter leur 55e bouquin, le fascisme vert, la menace est à nos portes, aux armes citoyens, le djihad est dans le cœur de l'islam. Bon, alors tout le monde est content, tout le monde applaudit. Ah oui, c'est vrai, il y a des cellules dormantes. Ah, n'importe quel musulman peut basculer du jour au lendemain dans le terrorisme. Ah, voilà. Et alors ça en fait de l'audience, on fait de l'audimat. On invite les mêmes gens à tous les débats, à toutes les télés. Pourquoi? Je répète. Et peut-être M. Daprata devrait y réfléchir par rapport à ce qu'il écrit. Les gens, et je répète, ça concerne aussi les musulmans, parce que j'en fais l'expérience depuis des années, les gens, la populace, je dis populace pour faire le parallèle avec crasse, la populace est imperméable, réfractaire, allergique, méprisante envers un discours cohérent, vrai, argumenté, historique, lucide. Les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent en fait des réponses à des problèmes très pratiques qui vont en fait surtout leur permettre une chose, d'avoir la paix. Et c'est pour ça que finalement les prédicateurs musulmans, à qui on jette la pierre sans arrêt, El Jai, qui s'appelait Rachid Abou Daifa avant, Hassani Hussein, Ramadan et beaucoup d'autres, en fait ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'on a tort, je vais vous dire pourquoi, je pense qu'on a tort de tout le temps les stigmatiser, vendus, traîtres, démocrates, machin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils servent à leur public ce que ce public a envie d'entendre. Le public, d'où leur succès. Allez sur n'importe quelle publication de M. El Jai, vous avez 5000 j'aime, 800 partages, une déferlante de Mashallah, Jazakallah, qu'Allah te bénisse, etc. Même s'il dit je bois un verre d'eau, il fait beau au bord de la mer, il faut respecter les animaux, il ne faut pas oublier de se laver. Voilà. Parce que les gens sont au niveau d'entendre ça. Ils ne sont pas du tout au niveau d'entendre autre chose. Et ni ils ne veulent, ni ça les intéresse. La preuve, la meilleure preuve que ce que je dis est juste, je vais conclure là-dessus parce que je suis long comme d'habitude, je m'en excuse. La meilleure preuve que ce que je dis est vrai, c'est qu'un personnage comme Tariq Ramadan est déjà jugé par les non-musulmans et par la majorité des musulmans comme il va un peu trop loin, il fait un peu trop de vagues, il a un double discours, ça nous met mal à l'aise, il ne devrait pas parler de tel et tel sujet. Avant, il était bien, il disait qu'on devait aller voter, maintenant il dit qu'il faut arrêter, que ça ne sert à rien. Il devient un peu extrémiste, Tariq. Hein. Voilà ce qu'on entend dans les couloirs. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à mieux, ni les non-musulmans, ni les musulmans d'ailleurs. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi je fais le parallèle tout le temps entre musulmans et non-musulmans? Pour dire qu'en fait, là où tout le monde se trompe, c'est que le niveau de compréhension de l'islam et d'attente en tant que musulman de la part de ces gens que je cite n'est pas très élevé, n'est pas très dérangeant, et finalement il ressemble beaucoup aux Français moyens. Voilà pourquoi dans les médias on dit toujours l'immense majorité des musulmans est bien intégrée, l'immense majorité des musulmans ne pose pas de problème, l'immense majorité des musulmans ne réclament pas des cantines halal, l'immense majorité des musulmans ne réclament pas de pouvoir voler leurs filles. Ils ont raison. L'immense majorité des musulmans veulent un logement social, veulent à bouffer, veulent un leader price pas loin, veulent une école gratuite et veulent ramener des cadeaux au bled pendant l'été. Et si possible,
bouffer du mouton. Et si on ne peut pas l'égorger, l'acheter chez le boucher en espérant qu'il a bien fait ça. S'il n'a pas bien fait, personne n'en saura rien. Fermons les yeux. Ce qui compte, c'est les apparences, qu'on bouffe notre mouton en famille. Et voilà. Alors effectivement, comme disent les médias, l'immense majorité des musulmans ne pose pas de problème. La question, c'est de savoir, comme le dit Zemmour, comme le dit Daprata, comme le dit Onfray, parfois, est-ce qu'on a encore affaire à des musulmans? Ou on a affaire à des Arabes et des Maghrébins occidentalisés qui ne veulent qu'une seule chose, devenir des consommateurs avec des droits et ne pas être victimes de racisme dans leur vie de tous les jours, quand ils doivent louer un appartement, trouver un travail ou quand ils subissent un contrôle de police. C'est ça le fond de la question. Et ça, ça demandera une longue analyse. Mais les faits sont là, à chacun d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si vous jugez ça utile. Je constate que c'est souvent les partages, c'est dur. Peut-être les gens ont peur, ont honte, je ne sais pas. Et je vais essayer de faire parvenir cette vidéo à M. Daprata et ses lecteurs, en espérant que ce soit compris. C'est ce que j'espère à chaque audio, mais bon, c'est pas grave, on répète. J'espère, Sébastien, puisque tu es là, que ça a pu répondre à certaines de tes questions, peut-être pas toutes, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Je suis un être humain. Depuis le début, je souffre de la gorge. J'essaie de masquer, mais c'est pas facile, donc je peux pas non plus parler 5-6 heures. Mais bon, on sera amené à en reparler. Mais en tout cas, c'est une pierre à l'édifice de la compréhension du monde dans lequel on vit. J'espère, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.